Un parcours atypique, auteur de livres qui dérangent, parfois au cœur de certaines polémiques. Le journaliste Jean-Bruno Tagneux est le gros plan. Qu'est-ce qu'un influenceur web? En existe-t-il chez nous? Réponse dans le Zoom. 2 jours d'immersion au cœur de la grande équipe de production des matinées de la CRTV. À suivre dans le Making of. Travelling, c'est tout de suite. Bienvenue à Travelling, avant-dernier numéro de la saison qui s'ouvre avec une enquête. Leurs publications ont valeur de recommandation pour les uns, tandis que les autres se sont bâtis une notoriété sur des clashs permanents. Les influenceurs web, un mot lourd de sens que beaucoup contestent. Pour comprendre ce phénomène, nous avons approché ces enfants terribles du web afin de retracer leur parcours et nous glisser dans la peau réelle de ces stars du virtuel. Une enquête d'Alexandra Tuileux avec le concours de Tina Songuet, Aïcha Sangou, Franck Boukali, Christian Boadier et Brice Fotso. Je suis en quelque sorte ce qu'on appelle un influenceur. Ah bon? Je suis Paul Chouta, influenceur web. Je ne me considère pas comme une influenceuse. Mais je ne pense même pas que nous ayons des influenceurs dans notre milieu actuellement. Donc franchement, C'est hyper compliqué. Il faut un cheminement précis pour être influenceur web. Leur terrain d'expression, Internet, le Web 2.0. Leur public, quiconque ayant une connexion Internet. Leurs frontières, le monde entier. En un post, ils drainent des foules. Leurs messages ont valeur de prescription. Les sourires au bout des clics dépendent aussi des histoires. Les plus belles, les plus drôles sont souvent racontées par eux. Eux, c'est cette catégorie émergente de leaders atypiques. Ils ne l'ont pas toujours calculé au départ. Ce sont les visages d'un phénomène qui prend de l'ampleur. Osons le mot, les influenceurs. Les experts ne tombent presque jamais d'accord sur la définition. Par leur aura, ces personnes suscitent pourtant la sympathie, l'adhésion ou l'intérêt d'un maximum de personnes. Comment en est-on arrivé là? Où mène d'ailleurs toute cette influence virtuelle? Nous avons approché dans la vraie vie quelques-uns de ceux qui ne passent plus inaperçus sur Facebook, Twitter ou Instagram. Ce sont les nouveaux patrons de la génération Android, les enfants terribles du web. Elle s'était déjà démarquée dans un groupe de jeunes Camerounaises branchées sur Facebook, Camer Sisters. Peu à peu, elle a pris son envol pour planer sur les réseaux sociaux et cela lui réussit plutôt bien. Marie-Joséphine Paco, plus connue sous le nom de Chouchoum Paco, a choisi depuis 10 ans de promouvoir la marque Cameroun en images sur la toile. c'est beaucoup plus facile de faire parler, de véhiculer des messages avec des images. Diplômée en banque et finances internationales et relations internationales, cette cadre d'administration peut se targuer d'avoir trouvé un réel créneau. Près de 18 000 abonnés sur son compte Twitter, lorsque celui d'Instagram en affiche plus de 8 000. L'application agiliance.com, qui mesure la notoriété sur Twitter, la range dans le top 10 des personnes influentes au Cameroun. Son arme de séduction, la promotion des sites touristiques et coins à découvrir absolument. Je cible un endroit précis, un produit précis que je devrais mettre en valeur. Alors je fais la photo. Elle a été préméditée, la photo, et je la mets en ligne. Mais la majorité du temps, franchement, 80% du temps, c'est vraiment de l'instantané. J'aime vraiment faire de la photo instantanée parce que les émotions sont encore toutes fraîches, toutes parlantes, et je peux véhiculer le message immédiatement. Changement de registre. Dans la vraie vie, il paraît inoffensif. Et pourtant, celui que vous voyez devant vous excelle dans le storytelling. Et il ne fait que titiller gentiment les mœurs, le système établi, les travers de la société camerounaise. Je m'appelle Florian Gimbis, blogueur, écrivaillant, j'écris ici, par là, je raconte ce qui me passe par la tête. Beaucoup se sont retrouvés dans son discours. 8 ans qu'il partage ses billets sur son blog et à travers les réseaux sociaux. Sur camercongosa.com, déjà près de 10 000 abonnés. Sur Facebook, en plus de ses amis, près de 3 000 personnes le suivent.
Notre application Agiliance le classe d'ailleurs au 8e rang des personnalités influentes. Rester lui-même, c'est sa recette pour y arriver. J'ai été sélectionné dans la première cuvée de blogueurs qui appartenait à ce qu'on appelle aujourd'hui Mondoblog. Et là, j'ai acquis, en anglais on dit skills, les capacités d'écriture, les capacités de gestion, les capacités d'autopromotion de mon contenu. Et je suis devenu blogueur à part entière avec ma première plateforme qui s'appelait justement Camer Congossa. J'étais dans un service public et j'ai dit c'est moi Florent Guimbissi. Quelqu'un a dit c'est le type du Congossa et ça m'a fait bizarre quoi. Voilà et là je me suis rendu compte en fait de la portée des textes que j'écrivais. Et je crois qu'il y a aussi eu un déclic, c'est quand un journal plutôt sérieux m'a sollicité pour écrire des chroniques. Quelqu'un d'autre qui veut graver son nom dans les pages de l'histoire, c'est ce jeune homme. Il est la petite fureur de la critique musicale sur Internet. Avec son blog voilamoi.com, le jeune Alain Youdjeu, connu sous le nom d'Atom, a travaillé sa notoriété au fil des années. Rappeur dans l'âme, il ne parle que de musique et des artistes musiciens. Et cela ne lui vaut pas toujours que des amis. J'avais des idées, j'avais des trucs à partager et je voulais vraiment que les gens soient au courant de ces choses-là. C'est comme ça que voilà, je me lance dans le blogging. Lorsque tu es sur Internet et que tu vas produire une chronique, par exemple, sur, je sais pas, Charlotte Dipanda, Malox ou tel, tu vois, et que les gens vont lire, on va dire, mais c'est lui qui a écrit ça. Du coup, il y a une construction d'une image de toi dans la tête de la personne. C'est petit à petit, tu deviens un peu comme une star. Aujourd'hui, avec les plateformes créées grâce à cette passion, Atom récolte au moins 30 000 visiteurs par jour. Et il ne se prive pas de recevoir de l'argent d'un bon payeur en cas de besoin. Si j'ai un client et qui veut que je lui produise une série d'articles, qu'on travaille sur son image, qu'on l'améliore, je peux lui dire, moi, je ne te déteste pas, on peut bien faire ceci. Mais lorsqu'il va falloir parler, par exemple, de ta musique, de ton comportement, de ceci, soit si c'est ma plume qui va traiter, je vais devoir aborder ça comme ça. Même quand je suis payé pour faire une critique, ma critique est véridique. Ces avis ne manquent pas d'être violemment critiqués. Mais cela ne freine pas l'élan du jeune homme. Il se sent de plus en plus sur la voie qu'il avait rêvée. Lui, par contre, n'avait pas envisagé les choses ainsi. Il n'avait pas de stratégie spécialement orchestrée. L'argot utilisé dans ses textes ne constitue pas une barrière. Au contraire, beaucoup s'y retrouvent. Chez Ndem du Takesh, la dure et authentique réalité vécue dans les taxis semble universelle. Loïc Kono s'est rangé dans ce couloir et y a excellé. Aujourd'hui, ce diplômé de publicité est resté dans le domaine de la créativité. L'idée part du fait qu'à une époque, j'appréciais beaucoup les commentaires que les gens faisaient sur les histoires que je racontais. J'arrivais à Douala, c'était une ville nouvelle pour moi et j'étais venu pour y rester, donc je découvrais des choses au jour le jour. Je subissais aussi beaucoup de pression, donc du coup, pour relâcher la pression, je faisais des publications marrantes et ça plaisait aux gens. Du coup, je me suis dit, je vais créer une page avec le concept des choses que je rencontre dans le taxi et puis on verra ce que ça donne. Je fais partie de ceux qui sont intimement convaincus que les deux choses qui vendent le mieux, les deux choses qui suscitent le plus d'adhésion sont l'humour et le sexe. Bon, j'ai préféré l'humour. Et le rire, c'est quelque chose, comme j'ai dit tout à l'heure, qui marche. Et quand c'est gratuit, c'est encore mieux. Au regard de ces profils variés, l'activité peut paraître complexe. Du coup, il n'est pas évident d'expliquer cette aura numérique. Dr Baba Wame est enseignant de cyberjournalisme. Il croit savoir comment tout cela peut être construit. Presque du hasard, je dois dire. Et on a l'impression qu'il y a un cheminement précis pour être influenceur web. Non, il n'en existe même pas. C'est-à-dire qu'à la base, quand on s'assoit, on crée son blog ou son compte Instagram ou Facebook, on ne se dit pas qu'on va devenir influenceur web. C'est des circonstances qui vont faire en sorte que vous deveniez un influenceur web. Ces circonstances-là peuvent être la qualité de vos productions, les informations que vous fournissez, la fréquence à laquelle, ça c'est important, et peut-être qu'on reviendra là-dessus, il faut une fréquence soutenue sur les réseaux sociaux
pour que vous deveniez un influenceur web. Il y a des outils sur le plan technique, il y a des outils pour le mesurer. Sur le web, par exemple, on a le e-buzzing qui classe les web et les blogs. Vous avez le cloud qui mesure le degré au niveau social, d'influence sociale. Votre parole devient parole d'évangile. Vous pouvez monétiser, comment dirais-je, cette réputation. Pour parvenir à ce résultat, il faut un certain investissement. Le dénominateur commun pour tous semble être une connexion Internet, un appareil mobile, smartphone ou ordinateur. Il y a ensuite la maîtrise d'outils, indispensable. L'Mbengis, déjà, voilà, j'avais raconté l'escapade d'Mbengis qui s'est retrouvé pris dans un piège dans le bar du quartier de ses origines. Ça a très bien marché. Chez Jukamdem, on a fait son credo, former le maximum de personnes à l'utilisation efficace de la toile et surtout traduire en langage simple le community management. Aujourd'hui, il offre des formations sur cette thématique. J'essaie de donner des outils, des techniques et des méthodes pour animer la présence des entités sur les réseaux. Pour ceux qui se sont démarqués jusqu'ici, la grosse part d'investissement demeure le contenu. Quel que soit le couloir choisi, tous sont cravachés dur pour y parvenir. Écrire des histoires, déjà, c'est pas facile. Écrire des histoires marrantes, c'est encore plus difficile. Et moi, à un moment, je me suis même mis la pression quand j'ai pris conscience de ce que représentait cette page pour certaines personnes, de ce que représente toujours cette page pour certaines personnes. Donc, je mettais 2 fois plus de temps, j'écrivais, j'effaçais, je recommençais et tout, parce qu'il fallait absolument que si j'ai 700 commentaires, que j'en ai même pas 3 où la personne dit « je me suis pas marié ». Bien entendu, savoir comment faire un post, savoir comment le nombre de caractères n'est pas dépassé pour ne pas faire décrocher la personne qui vous lit, c'est avoir une quasi-ligne éditoriale, c'est avoir du contenu en termes d'image, du texte accrocheur, et c'est surtout maîtriser la spécificité de chaque outil sur lequel on publie. Le post qu'on fait sur Facebook n'est pas le même qu'on fait sur le blog, qui n'est pas le même qu'on fait sur Twitter, le ton n'est pas le même, l'accroche n'est pas la même, etc. C'est maîtriser toutes ces spécificités. C'était tout à fait naturel. Je n'ai absolument rien prémédité au départ. Je pense que c'est beaucoup plus le retour des gens qui m'ont poussé, même pas poussé, qui m'ont montré que j'étais sur une ligne éditoriale qui me correspondait. Ces personnes se retrouvaient dans ces lignes éditoriales et j'ai tout simplement continué à faire ce que je faisais. Le retour des gens m'aide beaucoup. On vous suit parce que vous êtes vous. Devenir influenceur, cela ne se décrète donc pas. Dans l'insaisissable univers du web, quelques facteurs restent indispensables. C'est vraiment le micmac au niveau du web. Il y a des gens qui y sont parce qu'ils publient assez régulièrement, ils pensent qu'ils sont des influenceurs web. Non. Les influenceurs web, il faut préciser également, sont devenus célèbres parce que l'opinion publique avait besoin d'autres relais. Le rayon de l'information et de l'investigation n'est pas à négliger dans cette bataille du positionnement. Il se bouscule d'ailleurs sur les réseaux sociaux pour donner la bonne information. Paul Chouta, animateur de forum, se sont d'ailleurs investis de cette mission. Je marche avec mon cercueil. J'ai déjà pu me faire un nom. J'ai déjà une certaine autorité. Ce qui fait que parfois que vous le vouliez ou pas, l'information vient vous trouver. Parce que vous se rendez compte qu'à travers votre canal, ça peut avoir un impact. De leur côté, bien qu'ils s'imposent comme des web addicts, plutôt suivis, beaucoup d'entre eux se voient mal comme des influenceurs. Non seulement je ne me considère pas comme étant un influenceur, mais je ne pense même pas que nous ayons des influenceurs dans notre milieu actuellement. Parce que pour moi, un influenceur, c'est quelqu'un qui, à travers quelque chose qu'il fait sur les réseaux sociaux, te pousse à agir dans la vraie vie. Mais dans notre milieu, la plupart du temps, les actes ne sortent pas des réseaux sociaux. Ben déjà, pour moi, les influenceurs web, ceux qui sont vraiment des influenceurs, ce sont des personnes vraies. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à devenir influenceur à la base. C'est qu'on s'investit sur les réseaux sociaux, on partage des passions, on partage des points de vue et on essaie justement de donner son avis sur tel ou tel aspect. Mais le plus important vraiment, et tout bon blogueur va vous le dire, c'est le contenu. C'est la pertinence qu'on apporte, c'est ce qu'on apporte aux gens. Et mieux encore, c'est la régularité. Et si on veut un retour sur investissement, il vaut mieux aller cultiver la tomate au village. Déjà même devenir un produit en tant que blog, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. C'est se trouver une niche, c'est se trouver
un business plan. Et le business plan en matière de blog, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est assez complexe. C'est assez complexe parce que c'est de nouvelles habitudes de consommation qu'il faut imposer en fait à des gens qui sont ancrés dans une habitude traditionnelle. Au final, ce sont des personnes normales qui ne demandent qu'à s'exprimer. Visiblement, leur approche séduit. Pas seulement des followers passifs, mais surtout un public qui trouve en ces textes, images ou vidéos, le moyen de dire, de vanter, de dénoncer ou de moquer le quotidien en toute simplicité, en toute sérénité, loin des félons du cyberespace. Elle a osé remplacer en 2016 la très courue et appréciée CRTV m'accompagne sur le poste national de la Cameroon Radio Television. Un véritable challenge. Aujourd'hui, le pari semble relevé. Le magazine Les Matinées de la CRTV a su faire ses preuves et satisfaire son public. Qu'est-ce qui fait donc son originalité? Comment est-elle faite au quotidien? 2 jours durant, nous nous sommes glissés dans ses coulisses. Les Matinées de la CRTV, un making-of signé Romuald Dakoazoé, Franck Bocali, Christian Boadier, Alain Bell, Singon. Perdre le sommeil pour faire vivre la radio. Partir de son foyer conjugal avant le chant du coq pour enchanter les auditeurs. Sacrifier du temps pour donner du rêve et de l'information sur les ondes. Ce manège permanent se déroule de lundi à vendredi, entre 5h55 et 9h. Parlons-en. Micro majeur, Ibrahim Chérif. Depuis le 15 septembre 2016, les matinées radio de CRTV au Cameroun font des pieds et des mains pour s'imposer dans le paysage audiovisuel concurrentiel du pays. Son obsession est former et divertir de façon originale, locale et universelle. Comment ces hommes et ces femmes se déploient-ils? Qu'est-ce qui fait sa richesse? Quelles sont ses anecdotes et ses émotions les plus spectaculaires? Pourquoi vous l'avez enchaîné tout à l'heure? Depuis quand le vendredi, on l'enchaîne comme ça? De la préparation minutieuse aux finitions rigoureuses, nous avons passé 2 jours dans les coulisses de cette émission. Un programme radiophonique dynamique qui ne dort jamais. Ceux qui vont au boulot en voiture, comme l'équipe de Travelling à Yaoundé, ont peut-être déjà capté la fréquence radio 88.8 du poste national. Au président Kalkaba, l'élection de l'Ivoirien Lampana Palenfo. Jeudi, premier jour, il est 6h50. À cette heure-là, les matinées radio de CRTV sont en plein déroulement. Des chansons et des informations se succèdent avec une certaine intelligence. À notre arrivée dans les locaux du studio 106 du poste national de CRTV, le journal des sports de 8h a déjà commencé. De la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les matinées, bonjour. Voici que nous arrive de la rédaction Snocel à Noébier. Merci Samuel d'avoir appelé pour la question du jour. Le tout dans une convivialité associée à une rigueur extrême de la présentatrice Chetabile. La dernière musique, vous l'avez, c'est quoi? Daniel Sinkom. Lise Mebere, Samuel Sinkom. À 9h, fin de l'émission. C'est un plaisir, madame, monsieur, de vous dire nos félicitations au terme de l'émission de ce matin. Cette bataille matinale, c'est donc le quotidien de ces jeunes gens qui ont réussi à combler le vide laissé par CRTV m'accompagne, une émission à succès. On a des journaux de 10 minutes, on a des rubriques de 8 minutes 30, 10 minutes maximum, on en a d'autres de 5 minutes, on a beaucoup plus de musique. Et
Et c'est mieux adapté à la manière dont on écoute la radio. Parce qu'en 15 minutes, c'est le temps qu'on passe devant son miroir. Et donc, c'est l'espace qui convient pour avoir une rubrique et l'écouter entièrement. À peine sortie du studio, munie de son téléphone portable qui ne la quitte jamais, la présentatrice se rend avec ses confrères des matinées de la CRTV à la salle 117. De 9h à 9h40, WhatsApp, papier, stylo, tout est mis à contribution pour noter le bilan de l'édition précédente et concevoir celle du lendemain, vendredi. Tous les jours, 9h, nous sortons de studio, nous allons dans notre salle de réunion et nous passons en revue toutes les rubriques prévues le lendemain. Nous revoyons les sujets proposés par les chroniqueurs, nous les analysons, nous les amendons, nous les modifions. Les participants aux matinées de la CRTV viennent de différents départements, mais nous communiquons avec eux par les différentes plateformes, les SMS, WhatsApp, Facebook, etc. Je vais vous demander, monsieur Lomlon, d'être plus concentré dans ce que vous faites. Je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente journée. Donc après la réunion, les chroniqueurs qui doivent encore faire les derniers réglages ou les collectes de dernière minute vont sur le terrain. Les réalisateurs, pour leur part, préparent le conducteur d'antenne qui informe notre hiérarchie finalement de la physionomie que connaîtra le programme le lendemain et prépare aussi ce que nous appelons le cartouchier. Ce jour-là, la réunion a beau s'achever, la passion du métier ne quitte jamais la présentatrice qui fait également office de chef de département des tranches spécialisées radio. Même au bureau, son cœur est à l'antenne. Il faut qu'on travaille dessus parce que tel que j'ai entendu le papier qu'on a diffusé aujourd'hui, tu as besoin d'être accompagné en matière de reportage. Parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui fait que... Cette passion qui l'anime lui a été en partie transmise par les créateurs du programme. Les matinées naissent dans l'esprit de deux hommes. Le directeur central radio, Alain Belibi, et le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui souhaitait donner un lustre nouveau à cette période de notre antenne. Vous savez que la radio s'écoute essentiellement le matin, et donc c'est le matin que se gagne la bataille. Au moment où nous quittons les lieux, à 10h32 ce jour-là, l'équipe des matinées de la CRTV pense déjà ardemment à la prestation du lendemain. Je vous donne rendez-vous pour le grand concert radiophonique avec l'orchestre de la CRTV et son invité. Vendredi, dernier jour. Il est 5h01 à Yaoundé au Cameroun. Voilà plus d'une heure que les membres de l'équipe de l'émission sont transportés de leurs domiciles respectifs vers la maison de la radio. Le chauffeur, c'est lui, Valentine Deep. 30 ans qu'il transporte le personnel de CRTV, mais c'est aussi 30 ans d'anecdotes. Trouver une vieille maman. J'ai dit, mais la maman, si elle est vieille, elle marche à pareille heure, pourquoi? Je m'arrête, maman, tu vas où? Elle me dit, elle va de ce côté, je la porte. Quand je pars, je regarde sur le rétroviseur, je ne vois personne. Ça, c'est les histoires que vraiment, je ne sais pas comment elle peut expliquer. D'autres, quand je regarde, je vois plutôt le squelette. Mais je continue à jouer ma musique. Au 3e étage, la présentatrice Chetabilé nous accueille chaleureusement, malgré le froid matinal et son cortège de tâches à accomplir, avant de passer à l'antenne. Dans la nuit, j'arrive la première, 4h15, 4h30, par là, parce que c'est le matin que je sens le programme. C'est l'ambiance du petit matin, c'est ce calme, cette fraîcheur qui m'inspire la manière de présenter les éléments finalement, l'alignement définitif de l'émission. Je travaille donc en général de 4h30 à 5h30. Mon équipe de réalisateurs me rejoint autour de 5h. Et puis à 5h55, nous sommes dans les oreilles de nos auditeurs. It was our pleasure having you as one of our guests on Daybreak today. Thank you for being there. Thank you.
C'est intitulé Bonjour. Divisional Officer here, Madame Wanko Wankam Annie. Sheta Bile will take over the studio with les matinées de la CRTV. Good morning, Sheta. Bonjour, Nicoline Barra. À 5h55, le programme est lancé. Yvonne est en ligne. Je dis bonjour et on prend Yvonne Ananga à Banjok. Qu'est-ce que je dis tout à l'heure? J'espère que je dis Banjok et non Nanga Boko. Merci. Bonjour le Cameroun et au-delà, bonjour. Vendredi 1er juin 2018, bientôt le repos pour certains. Mais vendredi détente dans les matinées de la CRTV, concert radiophonique bien sûr, l'orchestre maison est fin prêt et n'attend plus que le moment M pour vous faire plaisir. Trois heures durant environ, ce jour-là, on aura tout vu et on aura tout ressenti. Une quinzaine de rubriques. Météo conforme au mois de juin, très contrasté aujourd'hui. Oui, chez Tabilé, la température est comprise entre 20 et 24 degrés Celsius. Le hebdomadaire Le Soir de ce matin de renchérir via son titre. Il faut dire que le Rwandais Bonaventure Ouweye Zimana est le vainqueur de la 5e. Des prestations artistiques émouvantes en direct. Des techniciens et chroniqueurs dévoués malgré les contraintes physiques et techniques. Et la méditation ce vendredi se fera en musique. Ramadan, Mayazen. Des moments de colère liés à la quête de la perfection. Mesdames le cartouchier, je vous ai mis un habillage de 17 secondes. Il est où? Pourquoi vous l'avez enchaîné tout à l'heure? Depuis quand le vendredi on l'enchaîne comme ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Sheta, réaction après la sortie, c'était comment? Qu'est-ce que tu ressens? On a vu que c'était un peu chaud à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai préparé mon cartouchier comme je le fais d'habitude le vendredi. Et juste au moment où il faut lancer le dernier élément, je me rends compte qu'ils ont ajouté un second élément qu'ils vont diffuser à la place de celui que j'ai demandé. Alors évidemment, après une aussi belle émission, avoir un raté pour la fin, c'est absolument exclu. Au terme de l'émission, à 9h, on a déjà la nostalgie de tous ces moments inoubliables. Paradoxalement, un peu de vague à l'âme. Je n'aurai plus les auditeurs dans les matinées de la CRTV pendant 3 mois. J'ai très envie que septembre arrive rapidement pour que je puisse à nouveau être à l'antenne avec eux. Mais en même temps, je suis contente parce que Félicité Oyono, qui va tenir l'émission pendant les 3 mois que dure cette période de vacances, est une grande professionnelle aussi. Et c'est une personne, je ne cache rien, que j'aime copier. Donc je ne serai pas loin des matinées, j'écouterai, je copierai pour être encore meilleure à mon retour en septembre. Donner le meilleur de soi pour réjouir les oreilles et les cœurs des multiples auditeurs camerounais et d'ailleurs,
Voilà la flamme qui guide les matinées de la CRTV 5 jours par semaine. Une flamme ardente nourrie par un personnel éveillé qui adore réveiller, informer et égayer. Après avoir regardé ce making-of, on comprend qu'on ne peut pratiquer le journalisme que si on l'aime. Et justement, il fait partie de ceux qui aiment ce métier jusqu'à la lie. Tout petit déjà, il en rêvait. Et c'est ici que quelques années plus tard, il fera de son rêve une réalité. Une dizaine d'années qu'il la vit, une dizaine d'années que le public est séduit par ses écrits. Au cœur de quelques polémiques parfois, il n'a jamais faibli. Jean-Bruno Tagneux, retour sur le parcours d'un homme programmé pour réussir, document exclusif d'Aïcha Sangou, avec à la narration Tina Songuet, derrière les caméras Brice Fotso et Christian Boadier, et au montage Alain Bell Singong. C'est quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un de pointilleux. Il compte parmi la petite pépite que compte le Cameroun dans le métier de journalisme aujourd'hui. C'est un monument, un modèle en matière de travail et d'humilité. Pour le parcours qu'il a à son âge, pour la manière dont il s'acquitte de son travail de journaliste, pour moi, Jean-Bruno fait partie de ce que je considérerais dans notre génération comme le Carmel de ce métier. Clap de début. On est bien tenté, Jules Domché, de se demander qu'aurait-elle voulu que les autorités fissent, qu'elles annulassent les manifestations. Aurait-il pu exercer un autre métier que le journalisme? Pas sûr. En tout cas, pas dans cette vie. Parce que Jean-Bruno Tagneux vit pour ce métier. GBT pour les intimes respire cette profession qui lui a tout donné et à laquelle il espère donner encore plus dans les années à venir. Oui, après bientôt 15 ans de pratique du journalisme, Jean-Bruno Tagneux ne compte pas ranger sa plume de sitôt. J'ai dirigé le club journal du lycée classique de Banganté dès la classe de première, en première et en terminale. Feu Javis Nana était mon vice-président. Son enseignant de père a également contribué à bâtir cette vocation. En son absence de la maison, le petit Jean-Bruno devait écouter la radio et faire un compte rendu détaillé dès le retour de ce dernier. Ce qui ressemblait à une corvée à l'époque a contribué à familiariser l'élève au métier qui deviendra plus tard sa passion. De sa résidence privée à ses bureaux à Yaoundé, en passant par la rédaction du quotidien Le Jour qu'il a vu se faire. C'est ici que je m'asseyais tranquillement, j'avais mon petit bureau là. Ce quadragénaire nous a conté, anecdote à l'appui, quelques morceaux choisis de sa vie à rebondissement. Oui. Ici, c'est le cocon familial de Jean-Bruno Tagneux. Il est 7h30 quand nous le pénétrons en exclusivité. Quelques heures plus tôt, la veille, il recevait sur le plateau de la grande interview diffusée sur Canal 2 International, Dr Fritz Tonen-Tonnet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Le réveil est un peu tardif ce matin. D'habitude, c'est 5 heures. Et quand je me lève, la première des choses, c'est je regarde mes mails, je regarde un peu les sites d'information pour voir quelles sont les dernières nouvelles. Et puis, il y a la radio. Je mets la radio. En général, c'est RFI. Après RFI, j'écoute quelques radios par le satellite et tout. Voilà, et vers 6h30, je me prépare pour aller au bureau. Pendant qu'il boucle avec un dossier important, Jean-Bruno profite de ses enfants, avec qui il a d'ailleurs une relation très particulière. Quand j'ai un peu de temps,
avec les enfants, on va, s'il fait beau, on va pique-niquer ici au lac municipal. Ruben Nelson, il ne faut pas déranger, tu restes tranquille, d'accord? C'est au lycée classique de Baganté que Jean-Bruno Tagneux fait tout son cycle secondaire. Il en sortira nanti d'un baccalauréat A4, mention assez bien. Direction Yaoundé, où il sait déjà la trajectoire à suivre. Quand j'ai eu mon bac, mon intention c'était de faire du journalisme, mais il n'était pas question pour moi d'aller dans une école de journalisme tout de suite. Je voulais d'abord faire l'université, parce qu'à côté, je pensais également à une carrière d'avocat. 4 ans plus tard, alors inscrit en maîtrise de droit privé fondamental à l'université de Yaoundé 2, Jean-Bruno Tagneux est reçu au concours de l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication. Je l'ai rencontré sur les bancs de l'école de journalisme. C'était déjà un étudiant vif, plein d'humour. Sur les bancs, dès sa première année de journalisme, il se fait remarquer. Jean-Bruno était un étudiant particulier. Et je pèse mes mots, particulier parce qu'il avait toujours une sacoche qu'il portait. C'était comme un touriste, donc il arrivait toujours avec sa sacoche. Et ça faisait déjà partie un peu, on va dire, de son identité, cette sacoche. Mais il y avait plus. JBT, c'est quelqu'un qui a très vite donné des assurances aux enseignants en matière de presse écrite. Et du coup, dans notre promotion, je peux le dire sans abus et sans flagornerie, c'était le meilleur en presse écrite. Dans ma promotion, il y a des visages quand même assez connus. Il y a Romuald Ntwisse, il est aujourd'hui à la CRTV après avoir fait un tour par le FECOM. Il y a Charlie Mérinos, Liatou, qui est au service des sports à la CRTV. C'est la radio qui nous a rapprochés. À cette époque, moi j'étais animateur dans l'une des prestigieuses radios de la capitale, Yaoundé, Madik FM. Et Jean-Bruno, lui, il était l'un de mes admirateurs. Aivo, qui a été mon camarade à l'université et à l'ESTIC. Il y a Cathy Kell. Cathy Kell, bon, nous on la connaît comme Cathy Kell, mais le public la connaît comme Kelly White. On était osés. Dans ma promotion, on avait des éditorialistes carrément. À l'école, on avait conduit un projet tout à fait fougueux, un projet de jeunes. On a publié un journal qui s'appelait L'Urgent. Il en était le rédacteur en chef et j'étais le directeur de publication. Dans L'Urgent, Jean-Bruno a conclu le dossier par un commentaire décapant qui avait pour titre « Atermoiement ». En résumé, il essayait de montrer, parce que le dossier portait sur les 100 jours du professeur Boyomo Assala à l'ESTIC, et il essayait de montrer qu'il y avait eu des avancées, mais que, comparé aux espoirs, on pouvait croire ou laisser croire que c'était davantage des atermoiements. Et c'était assez chaud, on s'est lâché. À l'ESTIC, il aura passé 3 ans, mais n'obtiendra pas son diplôme de fin de formation. On m'avait recalé en session normale pour une UV bidon qui s'appelle Communication africaine. Et je me suis dit, mais moi je viens apprendre le journalisme quelque part, on me parle de communication africaine et tout. Et pour moi c'était tellement inacceptable que je n'ai pas voulu revenir. Je travaillais déjà pour Mutation. À l'époque, je dirigeais Mutation. Il est déjà venu en première année comme stagiaire dans ma rédaction. Et immédiatement, ses qualités ont été reconnues par le rédacteur en chef d'alors, Alain Blaise Batongué, et par le reste de la rédaction, parce que par ailleurs, Tagne, c'est également un bon compagnon. De toutes les façons, Jean-Bruno collabore déjà avec le quotidien Mutation à l'époque. Il y est depuis son stage académique de première année. Cette première expérience professionnelle ne s'achèvera pas comme prévu. Une crise survient au quotidien Mutation en 2007. Aman Mana claque la porte du journal. Jean-Bruno Tagneux choisit de le suivre. Il ne sait pas pour où, mais croit en l'aventure qui pointe à l'horizon. Dans son éditorial,
son éditorial qui déclenche un peu tout. Quand il parle de le combat du capital contre le journalisme. Pour un journaliste dans l'âme, quand on lit cet éditorial-là, on a envie de le suivre avec tous ses bagages. J'ai dit, qui veut venir avec moi, viens avec moi. Tanya Jean-Bruno fait partie des gens qui sont venus avec moi. Au quotidien Le Jour, Jean-Bruno Tagne démarre comme porteur de la rubrique sport, contre son gré. Je voulais diriger plutôt la rubrique culture. C'est que Jean-Bruno ne se doutait pas encore des kilomètres d'expérience à engranger, des centaines d'athlètes à découvrir, d'un riche carnet d'adresses à bâtir, des têtes pensantes du sport dans le monde. Il en a rencontré. Il allait surtout prendre date avec l'histoire en commettant 2 ouvrages. Quand il est rentré de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il ressortait quelque chose qu'il a de magnifique, son talent de conteur. Un magnifique conteur, dans la pure tradition du conteur africain. Et vous voyez, il compte avec, vous voyez les interjections du pays bamileke en faisant yo, en faisant, vous voyez, c'était magnifique. Et je lui ai dit, mais écoute, tu as passé 30 minutes à raconter une histoire à tes copains, mais écris-la. Effectivement, j'ai publié 2 livres. Le premier, c'est Programmer pour échouer, enquête sur la débâcle des Lions indomptables en Afrique du Sud. Il a demandé que je sois le modérateur de sa dédicace avec donc, le doyen Aman Mana. 4 ans plus tard, je ne suis plus chef du service des sports, je suis chef du service politique. Mais mon passé de journaliste sportif me rattrape parce que je suis désigné par mon journal pour aller couvrir la Coupe du Monde au Brésil. Et là encore, on croyait avoir touché le fond, mais les Lions indomptables creusent pour descendre encore plus bas. Je me suis dit, il faut publier un ouvrage. Et c'est là que je publie le 2e livre, La tragédie des Lions indomptables. Les livres gentils, tout ça, moi je n'en écrirai jamais. Moi j'aime les choses qui sont dures. Livre à l'appui, c'est le plus grand portraitiste des Lions indomptables qui soit. La preuve, c'est qu'à chaque fois qu'on doit parler des Lions indomptables dans la presse, Jean-Bruno Tagne qui est interviewé. Canal 2 est devenu maternel. En 2012, un extrait de Programmer pour échouer sera d'ailleurs retenu lors d'une épreuve de brevet de technicien supérieur en filière journalisme. Mais ces livres ne lui apporteront pas que de la sympathie. Jean-Bruno essuiera des critiques. Donc, je vous rappelle simplement que quand on vient dans une émission comme celle-ci et on a affaire à un auteur, il faut avoir l'élégance et la décence de lire le livre. Il sera également au cœur d'un scandale impliquant un autre confrère. Ben, vous voulez que je vous dise quoi? Moi, j'ai rien à dire au sujet de Ernest Obama. Je le connais, mais avec cette personne, effectivement, on s'est revu plusieurs fois, mais ça reste de mon côté très courtois. Je suis quelqu'un de poli, donc bonjour. Bon, avec le sourire, même s'il n'est pas très franc quand même. Après 10 années passées au quotidien Le Jour, en 2016, Jean-Bruno choisit de tourner la page de la presse écrite. Il se jette dans l'aventure de la télévision. Une rupture qui sera pour lui une mutation. J'avais déjà fait presque 10 ans de presse écrite, 10 ans au journal Le Jour. Je commençais à être un peu fatigué. J'avais l'impression de tourner en rond. J'avais déjà tout fait. J'avais été chef du service des sports, j'étais chef du service politique, grand reporter. C'était bon, quoi. J'étais déjà un peu fatigué de faire la même chose. Il fallait que je fasse autre chose. Et 5 années plus tôt, Canal 2 m'avait déjà sollicité. J'avais même signé un contrat. Après, j'ai renoncé à partir parce que j'avais peur de la télévision. Ce n'était pas la première fois, hein. Canal 2 a commencé à l'aborder, à lui faire la cour des années auparavant. Mais à l'époque, je lui avais déjà dit que j'estime que c'est pas le moment.
qu'il prenne le temps de densifier sa texture, d'avoir la peau assez épaisse avant de traverser. J'aime pas la télé, même si aujourd'hui je me retrouve à la télé, j'aime pas la télé. Voilà, c'est vraiment ce qu'un chercheur appelle la société du spectacle. La télé, c'est pas mon truc. Aujourd'hui, j'essaye de m'y habituer, mais vraiment, c'est pas un truc que j'apprécie d'être à la télé et tout. C'est pour ça que quand je suis arrivé à Canal 2, il m'a fallu au moins 4 mois pour passer à l'antenne. Moi, je voulais être vraiment en background pour travailler sur les contenus, coacher, diriger des équipes. J'en ai parlé avec mon patron de l'époque. Il me dit, alors tu vas à Canal 2 pour faire quoi? Je lui ai dit, ben, écoute, on me propose d'être directeur général adjoint. Il a très bien pris. Je ne me suis pas écroulé pour me mettre à pleurer toutes les larmes de mon corps. Depuis que je dirige les journaux, il y a des gens qui sont partis. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours estimé qu'un journaliste, un professionnel, a le droit d'aller chercher là où l'herbe est plus verte pour lui. Je lui ai dit bonne chance, continue à rester comme tu as été dans cette salle de rédaction, continue à faire du journalisme. Mais je ne sais pas si on lui permet de faire du journalisme là où il se trouve en ce moment. La preuve, c'est qu'on lui a enlevé quand même la direction de l'information. Non, si tu parles, ça va devenir ta part. Oui. La séparation d'avec Aman Mana est pacifique. Son maître, comme il l'appelle, ne doute pas du succès de son poulain sous d'autres cieux. Jean Bruno non plus. Déposant ses valises à la chaîne Canal 2 International, il va occuper les fonctions de directeur général adjoint chargé de l'information. Habitué de migration, il est aujourd'hui chargé de la prospective et du développement. Dans sa nouvelle boîte, tout n'est pas rose. Il y a eu donc cet incident avec la grande interview avec Bernard Djonga qui n'a pas pu passer alors que nous étions déjà installés en studio. En gros, tout ce que je peux vous dire, sans entrer dans les détails qui relèvent du fonctionnement de Canal 2, je dirais simplement qu'il y a eu un malentendu. Je l'ai aussitôt appelé quand j'ai été au courant de ces problèmes. Ça m'a profondément touché. Je l'ai appelé, nous nous sommes donné rendez-vous autour d'un verre, selon nos habitudes. Et je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a expliqué un peu. Je lui ai donné, comme à mon habitude également, quelques conseils. J'ai décidé de suspendre la présentation de cette émission pendant au moins 3 mois. Le temps de voir clair avec ma hiérarchie, ce qui a été fait. Et maintenant, j'ai repris l'émission. Tout est dans l'ordre. L'aventure est néanmoins passionnante et il continue de fourmiller d'idées pour marquer son passage dans cette chaîne de télévision. Ce qui lui a d'ailleurs donné des idées et du bagage pour se lancer dans la production audiovisuelle. Naya, c'est Naya. Je crois en Canal 2 International, mais Canal 2 International qui a les problèmes des télévisions africaines, c'est-à-dire la production. La production, c'est un gros problème. Pour une raison qui est toute simple, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas embrasser à la fois le boulot de diffuseur et de producteur. C'est très lourd. La production, ça coûte cher. Et une entreprise comme celle-ci qui dépense déjà énormément pour payer les salaires, pour fonctionner au quotidien, il est difficile de financer également la production. C'est pour cela que j'ai mis en place cette boîte de production. De la presse écrite à la production audiovisuelle, le parcours de Jean Bruno Tagneux inspire, tout comme il trouve inspirant celui de certains confrères. Jean Lambert, un bon journaliste qui m'a inspiré sur le plan journalistique, sur le plan de l'écriture aussi, parce qu'il a publié un livre retentissant, Desperate Football House. Je pense qu'il a un peu tracé le sillon et je vous ai dit qu'il a relu mon premier livre, Programmé pour échouer. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai la plus grande estime. Samuel Eto'o-Fils, c'est quelqu'un d'extrêmement doué, c'est quelqu'un d'intelligent également, mais j'estime que avec les Lions Indomptables, il aurait pu faire une meilleure carrière que celle qu'il a pu faire s'il s'était contenté de jouer au foot. Très bon ami à moi, qui soit dit en passant était mon témoin de mariage, donc c'est vous dire. Un jour, il m'a appelé. Il avait l'air un peu grave. Il m'a dit, bon, Tara, je voudrais qu'on se voie. J'ai à te parler. Je dis, ok.
On s'est retrouvés autour d'un verre, selon nos habitudes. Et il m'a dit, je voudrais que tu sois mon témoin. Hamad Mana, c'est mon maître, il est mon patron, mon éditeur, parce que c'est lui qui a édité mes 2 ouvrages. Et comme c'est quelqu'un de simple, il est devenu presque un ami. Je suis rassuré parce que le jour où on me chasse d'ici, je suis sûr que je retourne voir Hamad. Il faut remplacer. Ça coûte combien? Hey. Lorsqu'il s'agit de parler de journalisme tel qu'il se pratique au Cameroun, JBT le trouve tout simplement à l'image de la société camerounaise. Évidemment, il y a Charles Ndongo, les Alain Bélibi, ça c'est des gens qu'on écoutait avec plaisir. Et il y avait également quelqu'un qui n'est plus journaliste, mais que moi j'aimais beaucoup. Beaucoup de gens ne l'ont pas beaucoup connu comme journaliste à la radio, c'est Christian Wangé. Christian Wangé avec pas mal d'autres types là, qui animait une émission de littérature sur le poste national de la CRTV qui s'appelait 14 rues de Gutenberg. Ça, c'était vraiment... pour moi, il n'y a plus jamais eu une émission comme celle-là. De temps en temps, je surfe sur la bande FM, mais il n'y a pas un programme aujourd'hui. Pardon de le dire, mais je préfère vous dire la vérité. Il n'y a pas un programme qui m'accroche. On a multiplié à l'infini les radios et toutes sortes de personnages travaillent là-bas. Les promoteurs n'ont pas de salaire à payer pour recruter des vrais journalistes. Donc, du coup, il suffit d'avoir un peu de volonté et ne pas être intéressé par l'argent. Vous êtes recruté. C'est tellement mal fait. Il y a des radios qui doivent simplement fermer boutique. De son passage au Conseil national de la communication entre février 2013 et mars 2016, Jean Bruno a jeté un regard panoramique sur le sujet. J'ai pu voir à quel point la presse au Cameroun était pourrie. J'ai pu voir également le niveau de connivence qu'il y a entre certains promoteurs de médias et des pontes du régime au pouvoir. C'est ça qui tue la presse au Cameroun. C'est également un homme de conviction. Il dit les choses telles qu'il les pense. Moi, ma conviction, elle est claire. Le Conseil national de la communication doit exister. Il faut que des gens soient sanctionnés, mais la régulation, évidemment, ne doit pas s'arrêter aux sanctions, mais il faut beaucoup de sanctions. Mais en l'état actuel, ils ont tué cette affaire. Le Conseil national de la communication ne vaut plus rien. Dieu merci, je n'y suis plus. Et cela n'entache en rien le respect et la considération de ceux pour qui il compte et de ceux qui comptent pour lui. Il y a également une dame qui m'a beaucoup marqué, c'est Madeleine Sopicotte. J'ai fait beaucoup de voyages avec cette dame-là et je peux vous dire que c'est une bosseuse extraordinaire. Elle ne fait pas l'angoine. Lui aussi, on va dire, ce qui est particulier chez lui, c'est peut-être d'avoir pu changer de couloir. Ben, c'est gentil. Ses amis, ses confrères, tous lui témoignent une profonde admiration. Il faut savoir que tu es un influenceur d'opinion. Donc quand tu publies certaines choses, il faut faire gaffe. Tu es le modèle du Cameroun de demain, un Cameroun d'une jeunesse qui entreprend, d'une jeunesse qui croit, qui a foi en son pays et d'une jeunesse ambitieuse qui veut se mesurer au monde. Tu es ce prototype et vas-y, je suis persuadé que l'avenir t'appartient. Tu m'as fait grandir et jusqu'aujourd'hui, je continue à apprendre à tes côtés et c'est un plaisir, que ce soit sur le plan professionnel que sur le plan social. Merci mille fois. Jean Bruno est quelqu'un de magnifique. C'est quelqu'un qui ne déteste pas. Il n'a pas la rancune. Il n'a pas la rancune. Il n'a pas la rancune. Donc c'est quelqu'un qui déjà est léger. Il est léger pour pouvoir s'envoler. Il n'a pas les pesanteurs de la vie camerounaise. Et sache que plus tu monteras sur l'ascenseur social, moins il y aura de l'adhésion, de l'admiration, de la sincérité autour de toi. DG, comme j'aime souvent t'appeler, tu es l'un de mes idoles, de mes modèles. Je te prie,
de rester tel que tu es. Et pour terminer, je voudrais te redonner cette assurance. Chaque fois que tu auras besoin de parler ou d'être écouté, sache que je suis là, j'ai toujours été là, je serai toujours là. Ton vieil ami de toujours. Journaliste, il en rêvait déjà tout petit. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ses rêves. Lui a connu cette grâce. Et pas seulement en se laissant porter par la vague. Reporter, manager et désormais producteur, JBT a souvent cassé les codes d'une trajectoire bien tracée, bien trop plate, pour redonner du sens à ce qui n'était déjà pas une vie simple. Aujourd'hui, Jean-Bruno Tagneux rêve d'un Cameroun différent, où il pourra faire de la politique. Je suis retourné il y a quelque temps pour faire un master en sciences politiques. Peut-être que je prépare une future carrière politique. Bon an, mal an, il en a déjà fait. Le destin ne semble pas sourd à ses vœux. Voilà, j'espère que vous avez été très nombreux à regarder. C'était Jean-Bruno Tagneux dans la peau du gros plan de Travelling. Clap de fin. Stop, stop, stop. C'est ici, sur les hauteurs de Yaoundé, que s'achève cet avant-dernier numéro de la première saison de Travelling. Un merci spécial à la maison de production créative Com. Un merci encore plus spécial à vous, chers fidèles Travelers. Le Traveler le plus fidèle de ce mois gagne un t-shirt Travelling. Si vous aussi, vous voulez voir votre nom s'afficher ici, rendez-vous sur nos différentes pages. Travelling, la dernière, émission spéciale, c'est bientôt. D'ici là, la télé continue, restez scotchés. Jean-Christian Akam, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, monsieur le premier vice-président. Merci Jean-Christian Akam. C'est fini. Oh, l'émission est finie, ouais.